Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats et associés par VK. On va parler d'intercommunalisation de l'eau tout à l'heure, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Alors bon, vous le savez, il y a une interdiction de toute discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. Bien. Une prime de service dans le domaine hospitalier prévoyait un abattement en cas d'absence. La question du congé maternité est mise à part, mais pas celle d'éventuelles maladies qui peuvent être elles-mêmes liées à la grossesse. Et bien pour autant, ce n'est pas une discrimination interdite, nous dit le Conseil d'État. Bon, le point d'indice est augmenté de 1,5%, mais il y a beaucoup d'autres mesures qui ont été annoncées en même temps, certaines concernant l'État, d'autres concernant l'ensemble des fonctions publiques. Voici ici un résumé. Parlons de contentieux. Les magistrats administratifs et juges du Conseil d'État ont 3 projets de décret qui visent à réformer un certain nombre de choses les concernant. Et c'est dans ce contexte déjà particulier qu'ils se retrouvent là, en ce moment, à procéder à leurs élections au CSTA-CAA entre le 15 et le 22 juin par voie électronique. Et quel est leur travail justement ? On sait tous qu'il y a eu un considérable travail d'accompli pour améliorer la rapidité des jugements et gérer le stock de contentieux. Mais 2022 est de ce point de vue-là une année peut-être pas apathique, mais en tout cas atypique. Pourquoi ? Eh bien, c'est une année de baisse. Légère baisse pour les TA, baisse significative en stock de dossiers et en arrivée de dossiers en flux pour les CA et le Conseil d'État. Mais en réalité, je vous ai mis ici quelques chiffres pour les TA-CA, en réalité, on revient plutôt à la situation d'avant-pandémie, sauf pour les TA. Parmi ces TA, il y a ceux de Cergy-Pontoise. Et que vient de nous dire ce TA ? Eh bien, que depuis la loi Climat-Résilience, il est illégal pour une agence de l'eau dans son programme pluriannuel d'intervention, de financer la destruction d'ouvrages hydrauliques, au moins dans le cas des moulins faudés en titre, sauf peut-être dans certains cas particuliers. Grosse émotion dans le monde des cours d'eau. En matière de domaine, toujours du fluvial d'ailleurs, bon, en fait, depuis toujours, il y a ce qu'on appelle des superpositions d'affectation. Eh bien, le Conseil d'État nous dit qu'aucune règle n'interdit à ce que j'ai une superposition d'affectation, justement, du moment que l'affectation supplémentaire est compatible avec l'affectation initiale. On est donc sur une reformulation de ce cadre, mais avec quelques éléments un peu différents. Je vous ai mis ici un résumé. Cet arrêt va entrer aux tables. Passons à l'urbanisme. 2 arrêts du 12 juin du Conseil d'État sont intéressants. L'un sur le point de savoir si un terrain situé à côté d'un lotissement le long du littoral est constructible, aux continuités, et autre chose sur la continuité, mais cette fois-ci loi montagne, dans le cas des exceptions relatives aux annexes de taille limitée, aux constructions existantes. Et puis le même jour, le Conseil d'État a rendu une autre décision intéressante sur le point de savoir si d'éventuels accros dans la procédure contradictoire quand on retire un permis de construire sont ou non dantonisables. Passons au droit des contrats. Alors, il y a eu toute une saga sur l'occupation du domaine public pour les tennis du Jardin du Luxembourg, qui a donné, on en avait parlé ensemble, à des décisions intéressantes de décembre dernier. Peut-être d'ailleurs encore en deçà de ce que sont les exigences européennes. À la suite de ça, le Sénat, qui gère le Jardin du Luxembourg, a lancé non plus une occupation domaniale avec mise en concurrence, ce qu'il eût pu faire, mais une concession. Et nouvelle censure par le Théâtre de Paris, et qui est intéressante, pourquoi ? Et qui peut intéresser tous ceux qui vont lancer des concessions de services, notamment en matière sportive, mais ça peut être intéressant en matière culturelle et autres, c'est si je vais juger en fonction, notamment, de la satisfaction, en l'occurrence, des sportifs. Mais que je prévois plein d'options possibles pour la gestion et pour ces occupations sportives, du coup je ne peux plus comparer les offres et du coup ça ici la mise en concurrence, nous dit le Théâtre de Paris. A été diffusée la traditionnelle instruction sur l'Aïd el-Kébir et puis on a les mini-brèves que voici et que voilà. Passons à notre dossier, intercommunalisation de l'eau en 2026, ultime débat, possible dégâts. Bon, on a eu des lois en la matière en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022 et encore, il faudra ajouter celle sur la Guadeloupe. Ouf. Il y a eu une proposition de loi adoptée au Sénat à ce propos, qui aujourd'hui est passée là, ces jours-ci, à l'Assemblée nationale. D'autres groupes parlementaires, notamment le groupe Lyotte, avaient prévu leur propre texte. Ils ont utilisé la niche Lyotte pour aborder ce texte sénatorial, qui n'a pas été adopté faute pour les 24 heures d'être utilisé pour cette niche. Et il n'est pas certain que ce texte aboutira. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir les sujets sur lesquels il y a des accords et des désaccords politiques. Désaccords politiques, d'un côté, j'ai le Sénat et un certain nombre de groupes, LR, RN, les différentes composantes de la NUPES, qui sont contre
le maintien de l'intercommunalisation de la compétence eau et assainissement, toujours sans la gestion des eaux pluviales, qui est prévue aujourd'hui en droit pour le 1er janvier 2026. En revanche, le gouvernement et la majorité relative à l'Assemblée sont pour le maintien de cette échéance. Mon pronostic personnel, c'est que le cap du 1er janvier 2026 va sans doute être tenu, sauf si le gouvernement a un truc à négocier important pour faire passer quelque chose au Sénat. La mutualisation, en revanche, est ouverte à des syndicats infracommunautaires, et ça le gouvernement l'accepte, et à peu près tout le monde l'accepte. Donc ça, c'est des choses qui en revanche ont d'assez fortes chances de passer dans un texte ou un autre d'ici à 2026. Mutualisation ouverte à des syndicats infracommunautaires, même postérieurs à 2019, même avec des délégués par les communes membres. EPCI et syndicats mixtes pourraient être gratuits déléguer la maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre d'ouvrages donc au département, voire même un autre régime de convention entre syndicats mixtes, EPCI et département. Bon, ça c'est des choses qui sont mineures, mais assez consensuelles. Sur tout ceci, j'ai voulu évoquer avec vous les débats qui ont eu lieu. Encore une fois, c'est sur un texte qui peut-être, même sans doute, ne passera pas, mais ça vous indique les positions politiques des uns et des autres. Ce sont donc des extraits des débats à l'Assemblée nationale. Alors, je vous ai mis des extraits, pour l'essentiel, du début de la discussion, pas des débats et ensuite amendement par amendement, parce que ça serait pas forcément lisible, même si là les gens s'engueulent un peu plus et c'est plus vivant, mais ça serait décousu. Donc commençons par la position du gouvernement et de la ministre Dominique Faure. Tout d'abord, c'est dans cette logique que la majorité présidentielle, la semaine dernière, en commission, a ouvert la possibilité de créer des syndicats intercommunautaires qui pourront gérer la compétence eau et assainissement. Cet amendement de la députée Laurence Edel-Grière a conduit à la réécriture de cette proposition de loi et répond à une demande souvent exprimée par les élus locaux. C'est une nouvelle étape dans la gestion différenciée de l'eau. Ces syndicats, nous appelons de nos voix qu'ils fédèrent le plus grand nombre de communes d'un bassin versant, mais à l'extrême, il pourra ne fédérer que 2 communes. Le gouvernement portera également 2 amendements en séance qui poursuivent le même but. Premièrement, un amendement visant à introduire une plus grande faculté d'intervention des départements, des conseils départementaux. Ils pourront, à la demande des communes et des communautés de communes, contribuer à l'ingénierie territoriale lorsque les communes ou intercommunalités ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences. Cette mesure proposée vise ainsi à prévoir la possibilité de créer des syndicats mixtes ouverts, des SMO, comprenant un ou plusieurs départements limitrophes, une ou plusieurs communautés de communes ou, le cas échéant, un ou plusieurs syndicats mixtes fermés exerçant les compétences en matière de production, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine. Là, c'est la période calme. Voyons la même ministre quand on est au cœur maintenant des débats un peu plus tard dans la soirée. Sur le maintien des syndicats infra-communautaires, sur l'intervention des départements en matière de production d'eau potable. Et on a bien besoin, face à ce sujet sociétal, qui est le sujet de la ressource en eau, de les travailler ensemble. Les départements ont exprimé l'envie de venir sur ces sujets et je voulais vous le dire. Pour ce qui est du transfert qui doit être encouragé, vous avez dit, monsieur le député, vous avez dit et vous avez reconnu qu'il devait être encouragé. Moi, je vous dis que je suis en phase avec vous sur le fait qu'ils doivent être encouragés. Et c'est d'ailleurs le sens des 2 amendements que nous portons. Et ensuite... Non. Seule la ministre a la parole, s'il vous plaît. Ensuite, vous évoquez le fait qu'on veut décider à la place des maires. C'est tout l'inverse du sens de ce que nous vous proposons aujourd'hui. On veut permettre, vous disiez, ça n'a pas de sens, mais on ne contraint pas. Aujourd'hui, dans le travail que l'on a co-construit ensemble, on permet aux maires, y compris de créer un syndicat, ce qui n'était pas le cas juste avant cette séance ce soir. Et on permet aux maires de décider quelle est la maille. Le fait de transférer à l'intercommunalité ne veut pas dire que c'est à la maille unique de l'intercommunalité que l'on doit gérer l'eau. L'intercommunalité va pouvoir travailler avec des syndicats existants, avec des syndicats infracommunautaires qui se créeront et va travailler avec les départements qui pourront intervenir. Et donc,
Tout ça pour dire aussi qu'en zone montagne, bien sûr qu'on n'essaye pas d'appliquer un seul et même modèle. Bien sûr qu'il y a des vallées en montagne et bien sûr ça doit être pris en compte. Et donc le transfert en zone montagne comme ailleurs, il doit prendre en compte le bassin versant. Bien sûr qu'à la maille intercommunale, il peut y avoir 2 ou 3 bassins versants. Et c'est bien tout le travail que nous demandons à la maille intercommunale de conduire. Un peu moins de bruit. Et donc, je pense pas que aujourd'hui, je pense pas que vous ayez pris en compte à quel point, nous avons S'il vous plaît, chers collègues, évolué ces dernières années, depuis 2015, à quel point aujourd'hui, ce que nous vous proposons permet de laisser le libre choix aux maires. Revenons à ce qu'étaient les discours initiaux. Donc le député Lyotte, ex-républicain Pierre Morel à l'huissier. En ce sens, notre groupe était favorable aux amendements adoptés au Sénat et à un transfert à la carte qui répond aux demandes de souplesse et de proximité formulées par les élus. Ce texte pourrait entrer rapidement en vigueur si l'Assemblée nationale choisissait de voter ce texte dans sa version ici du Sénat. Malheureusement, en commission, le gouvernement a fait le choix de réécrire l'article unique de la PPL, ce choix ayant pour conséquence de maintenir le caractère obligatoire du transfert. A contrario, cette PPL prévoyait un dispositif opérationnel qui permettait aux élus municipaux de faire le choix en responsabilité en fonction du bilan prix-efficacité. Évidemment, autre point de vue du côté du groupe Renaissance. À cette raréfaction de l'eau s'ajoute une autre difficulté, l'état de nos réseaux d'eau. Les canalisations datent en moyenne des années 70. Au moins 170 collectivités ont un réseau avec un rendement inférieur à 50%, c'est-à-dire que la moitié de l'eau prélevée se perd dans les canalisations. Au-delà de cet enjeu de quantité, se pose également celui de la qualité de l'eau qui arrive à nos robinets. Une étude de l'Office français de la biodiversité a démontré qu'il y a des risques de non-conformité de la qualité des eaux distribuées plus élevés pour les réseaux desservant moins de 1000 habitants. Et quand on sait qu'11 millions de Français ont été alimentés par une eau non conforme en 2021, il est évident que nous devons agir. Face à cette question, face à ces difficultés, une seule question se pose à nous. Sommes-nous plus forts seuls ou à plusieurs pour les résoudre? Et pour ceux que la question environnementale intéresse, je vous invite à imaginer les conséquences d'une fuite d'un réseau d'assainissement pour la qualité de nos sols et de nos eaux souterraines. Aujourd'hui, nous débattons des compétences eau et assainissement au sein du bloc communal, l'eau étant une compétence décentralisée en pleine responsabilité du bloc communal. Les nombreux échanges que j'ai eus avec des maires, et je tiens ici à les remercier pour leur action quotidienne, ont montré à la fois le besoin de souplesse, de mutualisation, mais aussi de stabilité. Aujourd'hui, ce sont 3600 communes qui exercent la compétence eau sans mutualisation. Elles se sont saisies de la possibilité que leur offre la loi de reporter le transfert. Cette question a fait l'objet de nombreux débats depuis la loi NOTRe, auxquels les lois Ferrand, Engagement et Proximité, 3DS et Théophile pour la Guadeloupe ont apporté des assouplissements pour permettre aux collectivités d'adapter les modalités de la gestion de l'eau en fonction des enjeux et des contraintes spécifiques de chaque territoire. Certains d'entre vous souhaitent revenir sur des règles que la loi a fixées voilà plus de 10 ans. Et dans les amendements proposés, certains vont jusqu'à revenir sur le transfert de cette compétence pour tous les échelons de collectivités. Cela crée des problèmes. L'un d'entre eux, et non des moindres, est l'insécurité juridique pour nos établissements de coopération intercommunaux, qui exercent cette compétence pour les plus anciens depuis 1999. Mais aussi, que deviennent les communes qui ne souhaitent pas récupérer ces compétences? Que deviennent les communes qui n'ont pas les moyens techniques et l'ingénierie nécessaires pour diagnostiquer les réseaux, monter des dossiers, créer ou entretenir des réseaux? L'un des arguments des opposants au transfert est que les limites géographiques des bassins versants diffèrent de celles des intercommunalités. Mais il en est de même pour les communes. Une même commune peut être répartie sur plusieurs bassins versants et avoir plusieurs sources d'approvisionnement et plusieurs réseaux d'eau potable. L'argument géographique ou hydrographique ne tient donc pas. D'autres évoquent le prix de l'eau. Mais à quel coût? Est-ce au dépend de la qualité du réseau? Et pour ceux qui craignent l'augmentation du prix de l'eau, car il faudra faire les investissements qui n'ont pas été faits dans la commune voisine, quelle sera leur réaction lorsque les habitants de cette commune manqueront d'eau? Faire croire que l'eau et l'assainissement est un sujet facile et qu'on n'aura pas besoin d'augmenter le prix de l'eau si la compétence reste ou revient à la commune est un mensonge. Il est grand temps de dénoncer ceux qui profèrent ces propos. L'état de nos réseaux, les maires le savent bien, nécessite de lourds investissements. Si le plan eau, présenté par le président de la République, permettra d'accompagner le bloc communal dans ses investissements, la mutualisation de la compétence apporte des moyens complémentaires et permet une gestion concertée. Passons maintenant à la position du Rassemblement national. Ce procédé à marche forcée ne correspond pas
à la vision que nous avons du rôle des maires et des communes dans l'organisation de notre pays. Nous considérons que les maires des villages ruraux, qui sont élus et doivent des comptes à leurs administrés, connaissent les problématiques de leur commune, notamment en matière d'eau et d'assainissement. Ils gèrent, ils savent, ils pilotent depuis des décennies, voire plus, la ressource en captation, en distribution, en assainissement. Ils maîtrisent les sources, ils connaissent les écosystèmes locaux, les besoins de leurs agriculteurs. Ils assurent enfin l'entretien des réseaux avec le personnel communal. Ils ont permis de maintenir la qualité du service public à un coût somme toute modéré. Il est en outre apparu que si le transfert au profit des intercommunalités fut parfois, dans certaines situations, une bonne chose, elle s'accompagne souvent d'incompréhension, de bureaucratie accrue, de budget de fonctionnement et du prix de l'eau en hausse, de problèmes de gouvernance, d'inadéquation avec la réalité hydrique des territoires, surtout en période de raréfaction de la ressource et de restrictions en tout genre. De l'autre côté, qu'en pensaient les filles ? Notre groupe s'oppose à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation où les intercommunalités ne sont alors plus consenties, mais imposées aux communes. C'est pourquoi nous souhaitons rendre aux communes leur liberté de coopération et réaffirmer les 3 échelons d'organisation décentralisée, communes, départements, régions, pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques que sont les métropoles, intercommunalités géantes, qui éloignent les citoyens et citoyennes des prises de décision. Nous déplorons donc que la proposition que nous examinons ait été vidée de sa substance initiale lors de son examen en commission. De plus, notre groupe propose d'étendre le rétablissement du caractère optionnel du transfert de la compétence aux EPCI, mais aussi l'instauration de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, ainsi qu'une tarification progressive de l'eau, 2 mesures que l'on sait essentielles. Et du côté de LR ? Il est pourtant essentiel, Madame la Ministre, de redonner le pouvoir aux communes, de choisir si elles souhaitent transférer ou non les compétences eau et assainissement à leur côté de commune, la commune étant un échelon central de la démocratie locale. Passons maintenant au groupe démocrate, Modem et indépendant. Il nous faut garder un cap dont l'objectif est de garantir une eau de qualité, de faciliter les interconnexions et une gestion quantitative de l'eau. À terme, l'orientation de notre société, contrainte par le changement climatique, nécessite et nécessitera des investissements lourds pour une commune. Je rappellerai ici que plus de 40% de notre réseau est à renouveler dans les 30 à 40 prochaines années. Évitons que cette charge ne devienne une vague submersive pour nos communes. Les regroupements, les mutualisations sont donc une nécessité, voire une obligation. En revanche, c'est la structuration de ce regroupement sur lequel doit se porter une souplesse pour apporter une réponse différenciée qui est nécessaire en fonction des contraintes de chaque territoire. Cette souplesse obligeante induit une forme de stabilisation pour les organisations qui fonctionnent. Je citerai ici le SIAEP et le SIAM, les syndicats d'eau et d'assainissement de Montrichard-Val-de-Cher qui sont sur ma circonscription. Cette souplesse que je caractérise à dessein d'obligeante est aussi une forme de protection de nos communes et permettrait d'ajuster de fait une équité et un équilibre entre nos territoires. Si l'accentuation des risques des épisodes de sécheresse est une réalité, donnons l'impulsion pour que la gestion des conséquences le soit toujours plus en bon gestionnaire. Ainsi, et ce malgré l'avis défavorable du rapporteur, je me réjouis que la Commission ait adopté l'amendement de réécriture générale porté par le groupe Renaissance qui vise à remplacer l'article unique de la proposition de loi par un article facilitant la création de nouveaux syndicats. Pour tous les enjeux que je viens d'évoquer, il est nécessaire, mes chers collègues, que nous puissions nous accorder sur un texte opérant afin d'assurer une prise en compte des spécificités territoriales et une véritable souplesse dans la gestion. Les socialistes et apparentés s'expriment ensuite ainsi. Le groupe socialiste fait donc le constat d'un certain nombre de difficultés rencontrées par des communes rurales et de montagne, même s'il convient de noter que le transfert a produit des résultats significatifs et louables à l'heure où la ressource devient rare et mérite d'être mieux partagée. Mais ce processus de transfert a aujourd'hui atteint ses limites. Les communes qui n'ont pas procédé à ce transfert sont pour la plupart confrontées à des contraintes lourdes, liées dans la plupart des cas à des spécificités topographiques ou historiques. Alors la majorité a enchaîné les assouplissements de toute nature, je n'y reviendrai pas, en 2018, en 2019, en 2022, et ces assouplissements incontestables de la loi NOTRe n'ont pas pleinement répondu aux attentes de tous les territoires. En commission, par voie d'amendement, la majorité a souhaité poursuivre ce processus d'assouplissement en permettant la création de nouveaux syndicats infracommunautaires. Alors sans nier les avancées, même si elles sont modestes, liées à cette réécriture en commission, elles ne répondent pas, elles non plus, aux attentes légitimes des élus, notamment des territoires ruraux et de montagne.
La parole est ensuite au groupe Horizon. Nous avons souhaité alerter sur la situation très préoccupante de certaines installations sur nos territoires. Alerter sur le gaspillage en eau et sur la sécurité sanitaire. La mission d'information sur l'adaptation de la politique de l'eau aux défis climatiques, dont ma collègue Anne-Cécile Violin est vice-présidente, viendra, hélas, je n'en doute pas, compléter notre diagnostic sur le mur d'investissement auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Cela va de la sécurité sanitaire des installations à l'adaptation au changement climatique. L'investissement dans les réseaux et les infrastructures, promesse du président de la République en ciblant les communes les plus fragiles, est très attendu si nous ne voulons pas nous retrouver au pied du mur. J'ai pu d'ores et déjà développer en commission des lois que nous ne souhaitions pas proposer de revenir sur l'échelon communal pour l'exercice de la compétence. Si la réponse était dans le « c'était mieux avant », sans mieux financer cela, se saurait, chers collègues. Nous pouvons nous accorder à dire que la question que porte cette PPL est légitime. Donner plus de pouvoir à des maires, seuls face à l'exercice de leur mandat. Comment faire en sorte que les maires ruraux arrêtent de s'affubler du surnom de petits maires lorsqu'ils se sentent dépossédés? À quel niveau doit-on exercer la compétence? Les périmètres des intercommunalités sont-ils toujours pertinents lorsque l'on parle de gestion de l'eau? Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais surtout des moyens pour agir en responsabilité. Détricoter des dispositifs, aussi imparfaits soient-ils, sans penser en même temps la question du financement et de l'impact sur l'usager, c'est répondre de manière incomplète à un problème structurel. Revenir sur le principe de mutualisation qui, rappelons-le, permet à terme des économies d'échelle, permet souvent d'améliorer la qualité du service, la sécurisation de nos approvisionnements et bien d'autres avantages me questionnent. En revanche, nous devons, me semble-t-il, ouvrir pleinement le débat de la tarification de l'eau pour maintenir la qualité de service à un prix acceptable pour l'usager. L'eau est un bien commun, mais faire croire à la gratuité est en revanche pour moi une erreur. Nous devons définir ce que sont des besoins vitaux et ce que sont des besoins accessoires. Les territoires doivent pouvoir choisir. Ces réflexions doivent pouvoir se faire au niveau des départements, des bassins versants, des sous-bassins versants. C'est aux élus de décider. En effet, si nous voulons parler vrai, le sujet c'est que certaines communes n'ont fait aucun investissement ces dernières années. Le prix de l'eau y est donc très bas. Mettons-nous 2 minutes à la place d'un maire qui doit aller expliquer à ses concitoyens que le prix de l'eau va être multiplié par 10 parce qu'il va passer à une autre échelle dans sa gestion de l'eau, alors qu'il ne pourra pas offrir de services supplémentaires. Notre sujet, me semble-t-il, c'est comment on accompagne ces élus face à la colère évidemment certaine de leurs concitoyens. Quels moyens pourra-t-on mettre à leur disposition pour qu'ils soient convaincus que ce n'est pas un piège, mais un vrai plus pour l'avenir, notamment en approvisionnement? Les maires nous demandent de ne pas les laisser seuls face à des décisions qu'ils ne peuvent expliquer. C'est ça notre sujet. J'ai eu plus de mal à trouver un extrait pour le groupe écologiste, mais voici celui que j'ai sélectionné. Le modèle actuel de l'intercommunalité, une instance élue par des élus, méconnue par les citoyens, ne peut en l'état remplacer la commune, le fondement de la République, l'acquis de la Révolution. L'enjeu démocratique pour ce bien commun est trop grand. Bien sûr, l'intercommunalité doit devenir un échelon pertinent pour ces enjeux plus larges, notamment pour les petites communes. Il faudra mettre en commun face aux crises et aux conflits à venir. Bien sûr aussi, les investissements sont urgents pour la rénovation des réseaux, pour faire face aux conséquences des changements climatiques, pour assurer la justice et l'accès à l'eau pour toutes et tous, et cela demandera de la solidarité. Mes chers collègues, elle existe déjà. Nos territoires sont forts de ces exemples, où ici, la métropole de Lyon, collectivité écologiste, a pris la délégation et basculé du privé au public pour sa gestion de l'eau. Où là, via les syndicats de gestion d'eau et de rivières, les élus locaux ont déjà organisé les interconnexions de réseaux de manière solidaire, sans attendre nos débats. Ainsi, ils s'organisent à l'échelle qui leur semble la plus pertinente, à l'échelle de l'écosystème, et donc du bassin versant. L'eau, bien commun, nous met face à ce grand défi. Comment construire les cadres démocratiques nouveaux dans le respect des limites planétaires pour assurer la gestion, le partage et la régénération de nos communs naturels, consubstantiels à la vie sur Terre? L'eau, bien évidemment, mère de tout ce qui est, mais aussi les forêts, l'air, les sols, les glaciers, les océans, fleuves et rivières. Tous ces écosystèmes dont la régénération est la condition de nos vies présentes et à venir et de la vie tout court. Avant que nous ne passions au groupe Gauche démocrate et républicaine. Il y a, chers collègues, plus important que de chanter les louanges de la mutualisation,
Et ça consiste à quoi? Eh bien, de donner aux collectivités les moyens budgétaires de leur action et d'accompagner les maires, ce qui suppose bien sûr que l'État prenne ses responsabilités. La mutualisation ne saurait être la réponse ou un nouveau leurre agité pour détourner les regards du désengagement effectif de l'État, dont le rôle avant tout serait de garantir l'autonomie des collectivités. Encore une fois, l'échéance du 1er janvier 2026 a toutes les chances d'être maintenue, sauf grosse discussion à obtenir avec le Sénat ou autre. Les souplesses qu'on vient d'évoquer, qui elles sont à peu près consensuelles, ont des chances de passer peut-être dans d'autres textes que celui-ci, à suivre. Mais en tout cas, il est probable que d'ici à 2026, nous aurons à préparer ce nouveau transfert avec, une nouvelle fois, une instabilité législative en pleine phase opérationnelle. Voilà. Merci en tout cas, à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.